Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et surtout une nouvelle thématique de vidéo puisque je vais vous parler du troisième pan de mon projet qui consiste à vous parler de la partie pédagogique et éducation positive et alternative pour les enfants, notamment à travers des ateliers ou à travers des notions ou des choses qui amènent à réfléchir soit en tant que parent, soit en tant qu'enseignant, en tant que personne pédagogique par rapport à un public d'enfants ou d'adolescents. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine-là et on a tous une vision un peu personnelle de ce qui est bon à prendre et de ce qui est mauvais à prendre, si je devais résumer très simplement. Et aujourd'hui, je comptais vous faire partager une lecture d'un livre qui s'appelle « Éveiller les intelligences multiples de son enfant ». Donc je vous montre le livre, qui est celui-ci. Voilà. Il a été écrit par Bruno Hurst et Alban de Beaurepaire, qui sont ceux qui ont pu construire ce livre-là, qui est assez complet et qui permet de voir des aspects qu'on ne rencontre pas forcément dans l'éducation d'un enfant, voilà, ou qu'on ne se rend pas bien compte, en tout cas naturellement, nous en tant que parents ou en tant que corps enseignant. Corps enseignant encore, on a des éléments qui sont déjà vus à travers la pédagogie et ce qu'on nous enseigne par rapport à ça ou par rapport à nos stages et tout ça, on finit par avoir un recul, mais en tant que parent c'est beaucoup plus difficile de se projeter dans l'idée que pour éveiller son enfant ou pour pouvoir le voir grandir et le voir s'épanouir, il nous faut aborder certaines choses qu'on ne nous parle pas directement et qui en fait, quand on se retrouve parent, on se retrouve un peu démuni dans certaines situations où on ne sait pas comment réagir avec ses enfants, où on ne sait pas comment interpréter les signes qui nous reviennent. On ne sait pas forcément comment réagir quand votre enfant se met en colère, quand il a peur, quand il a des angoisses que nous, en tant que parents, on ne comprend pas. Donc voilà, ou alors simplement de savoir comment réagit mon enfant, ou comment je réagis avec lui, comment je peux interagir de manière sensée, ou apprendre tout simplement à connaître mon enfant et à le développer. Quand je dis à développer, le but c'est pas d'avoir des enfants surdoués ou ayant des très très grandes capacités, c'est pas le but, mais je pense qu'il est à la portée de tous les parents, quel que soit le milieu social, économique et autres, de pouvoir avoir accès à certains outils qui permettront une meilleure compréhension de ce que ça peut être d'élever un enfant au XXIe siècle dans nos sociétés occidentales. Parce que moi je vous filme, je suis en France et je pense que les modèles de culture sont très différents d'un pays à l'autre. Mais nous, en tout cas, en tant que parents, on a un peu ce dogme, ou alors cette obligation, avant même que l'enfant naisse, de lui promettre un bel avenir, une bonne éducation, trouver le meilleur des chemins pour le guider. Sauf que pour ça, dans cette grande appellation, dans cette forme un peu perfectionniste de ce que le parent doit faire, le parent perfection, le parent parfait, il n'y a pas tellement de recettes magiques et chaque parent, chaque enfant vont avoir des expériences complètement différentes selon leur histoire, leur vécu, leurs expériences, leurs retours, leurs échecs ou leurs réussites. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'avais envie de vous dire pour commencer. Et bien sûr, je ne vais pas vous faire un résumé du livre en fait, et je ne vais pas non plus tout vous expliquer, parce que sinon ça ne sert à rien de le lire derrière. Enfin si, ça sert toujours, parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses qui vont aider pédagogiquement les parents à se remettre en question, à comprendre certaines questions que l'enfant se pose, et aussi à voir que finalement l'enfant, comme le développe par exemple d'autres pédagogies, que l'enfant est en puissance, un enfant avec des multiples capacités. Mais plus que ça, ces capacités, elles se rangent par intelligence. C'est-à-dire que en France, nous aimons vraiment axer les intelligences sur deux domaines principaux qui font partie des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intelligences
que nous avons tous. En fait, on est un peu avec, hein, vous verrez au début du livre, en préface, vous avez un conte. Un conte avec des fées. C'est-à-dire les fées qui arrivent au-dessus du berceau et qui vous offrent un bouquet à 8 fleurs. Et les 8 fleurs, il faut les faire grandir, il faut les faire s'épanouir. Et ces 8 fleurs sont le symbole de ces intelligences multiples. Donc, comme je disais précédemment, il y a 20 secondes, vous avez 2 types d'intelligence qui est développée, qui sont très connus, qui sont l'intelligence verbale et l'intelligence mathématique, qu'on retrouve sous les apprentissages de l'écriture et du calcul, ou écriture, lecture, calcul. Les 2 premières faisant partie de la bulle verbale, de l'intelligence verbale, et les mathématiques, parce que c'est ça qui génère beaucoup de savoir, de compétences à apprendre quand on est dans une scolarité normale ou dans un programme normal scolaire. Voilà. Sauf qu'à côté de tout ça, comme vous pouvez le voir assez rapidement avec vos enfants, c'est qu'ils déploient des capacités ou qu'ils sont en manque de certaines capacités qui ne sont pas encore très bien développées, et on peut trouver des solutions pour les y amener sans devoir bouger terre et mer pour le faire. Et pour cela, je vais vous énumérer en fait les 8 intelligences qu'on reconnaît chez un enfant et qui restent normalement jusqu'à l'état adulte. Et à l'état adulte, on va dire, c'est le bouquet garni avec plus ou moins de déploiement de ces 8 fleurs. Donc la première étant l'intelligence spatiale, intrapersonnelle, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec l'espace. Quand on dit spatial, c'est par exemple quand votre enfant fait du sport, quand il court partout, quand il grimpe partout, quand il fait du trampoline sur votre lit, quand il va adorer apprendre à faire du vélo, on va sentir qu'il a des capacités vraiment motrices à pouvoir à pouvoir mettre en action. Et ces intelligences-là sont plus liées à des sports, à ce qui permet à l'enfant de se mouvoir, d'apprendre les gestes. Alors ça, on peut le voir petit, on peut le voir enfant bébé, mais généralement c'est quelque chose qu'on va plus voir quand il va commencer à marcher, quand il va apprendre à marcher entre 9 et 1 an, où il va apprendre à se mouvoir tout seul, comment il va se débrouiller, comment il va trouver son équilibre. Et dans les mois qui passent, entre 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez vraiment voir la progression de son évolution motrice. C'est là où généralement les parents se posent les premières questions, si l'enfant ne bouge pas trop, ou a l'air un peu amorphe, ou a des difficultés à coordonner ses gestes. La coordination des gestes va pouvoir... certains parents vont s'inquiéter de savoir s'il y a un problème par rapport à cette intelligence-là, mais ils ne le nommeront jamais comme intelligence spatiale, ils le verront plus comme un problème à résoudre, problème de motricité, où ils vont aller voir beaucoup de spécialistes, suite aussi à des comptes rendus d'enseignants ou des choses constatées même par l'entourage. Le but n'est pas de pointer ou de juger en fait ce que votre enfant ou n'a pas. Chaque enfant apprend à son rythme. C'est pas inné pour tout le monde d'avoir les 8 intelligences. Enfin, ils les ont toutes, tous et toutes, quel que soit leur handicap ou pas, mais ils vont le développer plus ou moins. Et ça dépendra de leur capacité, de leur facilité, de leur envie, de leur motivation. Il y a des enfants qui sont capables de faire certaines intelligences, mais qui n'aiment pas aller dans ce genre de domaine, donc ne va pas les développer plus que ça. Il y en a qui vont découvrir qu'en fait ils n'aiment plus, donc ils vont évoluer tout d'un coup, et puis après ils vont arrêter. On ne sait pas pourquoi, c'est souvent comme ça qu'on se retrouve avec des parents qui se disent mais moi je comprends pas, quand il était petit il adorait dessiner, et puis maintenant c'est limite, si ça l'embête pas de faire preuve d'un peu d'imagination quand on lui demande un travail artistique. Je prends cet exemple, mais ça aurait pu être un tout autre, ça aurait pu, mon fils était bon en CP pour les mathématiques jusqu'à la fin du primaire, puis au collège il se casse la gueule. Bah oui, ça arrive. Ça veut dire que soit il a eu des lacunes par avant, soit il a eu des blocages qui ont pu être créés soit par lui-même, soit par son entourage, soit par les personnes extérieures, ou les trois en même temps, ce qui, j'ai envie de dire, n'est pas du tout propice à développer certaines intelligences en grandissant.
plus il y aura de barrières, plus il y aura d'obstacles, plus il y aura des non-dits ou des croyances, des fausses croyances que l'enfant ne peut pas faire ça. Et c'est ça qu'on veut un peu démontrer. La deuxième intelligence que je vais vous expliquer ici, c'est une des plus demandées, c'est celle des maths. C'est l'intelligence mathématique et logique. On accorde les deux parce que généralement, le raisonnement est attaché à quelque chose de mathématique, comme ce que vous pouvez voir dans les programmes de primaire par rapport aux résolutions de problèmes du bled. Je dis du bled parce que c'était ma référence quand moi-même j'étais élève. Et à ce moment-là, les parents vont tout faire pour qu'ils sachent compter le plus rapidement possible. C'est-à-dire que moi je vois que en petite section, on peut avoir certains enfants déjà un peu éveillés qui vont déjà compter sur un 1, 2, 3, 4, 5, voire jusqu'à 10. D'autres enfants qui rentrent dedans et qui vont apprendre à dénombrer, qui vont apprendre à reconnaître le chiffre. Et en général, à la fin de la petite section, vont être capables d'aller juste entre 1 et 5 et de savoir quasiment l'écrire ou au moins le reconnaître visuellement et pouvoir jouer dans l'ordre, le désordre, 1, 3, 5, 2, 5, montrer les images et qu'ils reconnaissent ou la quantifier en disant qu'est-ce que représente le chiffre 1, qu'est-ce que représente le chiffre 2, 3, 4, 5. Voilà, ça c'est vraiment les prémices des mathématiques, du calcul, du pré-calcul, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là on en est juste sur des notions de... Je vous apprends les symboles qui vous permettront plus tard d'avoir, de complexifier cet apprentissage. Ensuite, dans troisième compétence, vous avez l'intelligence intrapersonnelle. Alors, l'intelligence intrapersonnelle, c'est rien de compliqué en fait. C'est le fait de donner à l'extérieur de sa personne, c'est-à-dire toutes les relations humaines, le relationnel, l'engagement qu'a l'enfant auprès des autres enfants, des autres adultes. Ça, c'est ce qu'on appelle les compétences intrapersonnelles. Ça, vous le voyez très vite. Hein. J'ai envie de dire, surtout dès la maternelle, vous voyez déjà les personnalités qui sont des enfants qui vont qui ont une sorte de magnétisme ou qui vont dégager de l'attirance, c'est-à-dire ils vont un peu les attirer comme des âmes. Des aimants, c'est-à-dire c'est des enfants qui vont être très sur d'eux, qui vont toujours être très entourés, très joyeux, qui vont être dans le partage, qui vont partager des choses, ou alors qui vont avoir le sens des responsabilités. Ça, on peut le voir dans certains pas ateliers, mais des choses récurrentes qu'on fait en maternelle, c'est-à-dire de rendre responsable un élève, ou en primaire, quand vous allez élire vos premiers délégués, généralement les personnes qui sont élues ne sont pas élues pour les idées qu'elles vont avoir par rapport à la classe, mais par rapport plutôt au charisme qu'elles vont avoir, l'influence qu'elles ont avec les uns et les autres enfants. Voilà. Et ça, généralement, ça va se poursuivre jusqu'au lycée. Vous avez des groupes. Chez les adolescents, ça sera vraiment le groupe, les groupes, se distinguer d'un groupe à l'autre. Donc, voilà. Quatrième intelligence, et pas des moindres, c'est l'intelligence verbale et linguistique. Alors celle-ci, on l'utilise tous les jours et c'est généralement une des intelligences que l'enfant va développer en même temps que la motricité. C'est-à-dire le babillage, les bœufs de gueule qu'on a au début chez le bébé, qui vont se transformer petit à petit en premiers mots, maman, papa, mamie, et qui à la suite du temps vont créer des phrases, ou alors des sortes de phrases. Exemple, avec ma fille, qu'est-ce qu'elle pouvait me dire quand elle était plus petite? Elle me disait maman chocolat, qui voulait dire maman je veux manger du chocolat, mais il n'y avait pas toute la phrase construite. Et puis maintenant elle fait des phrases simples, je dirais pas des phrases complexes avec des coordinateurs de temps et tout ça, mais elle va me dire, elle va se faire comprendre pour me dire qu'elle a faim, qu'elle a soif, qu'elle veut regarder tel dessin animé, qu'elle veut faire telle activité. Tout ce langage-là, il est complètement acquis, et ça, c'est ce qu'on acquit à la maternelle. Et à la fin de la maternelle, on va développer le langage avec des phrases beaucoup plus complexes. C'est où on commence à rentrer dans le détail, j'allais dire de communication, mais ça ne veut rien dire, dans le détail... de la parole, je ne sais plus, bref, passons, et va apprendre une large et une quantité de mots
et de vocabulaire qu'il va entendre, qu'il va apprendre dans des imagiers, dans des livres, quand on lui raconte des histoires. Toutes ces capacités-là, ça va être vraiment voilà, tout ce qui est oral. Et de l'autre côté, dans cette grande famille verbale, vous avez ce qu'on appelle l'écrit. Donc l'entrée dans l'écriture, qui se fait généralement par le plus simple des moyens. Déjà, il va y avoir une question de motricité, donc vraiment d'intelligence spatiale au départ, pour tenir un crayon, pour tenir un stylo. C'est le premier geste qu'on va donner à l'enfant pour pouvoir commencer à écrire. Et quand il va commencer à écrire, on va lui donner le plus simple. Et je pense que tous les enfants de n'importe quelle génération sont passés par là. C'est-à-dire apprendre à écrire son prénom en lettres majuscules d'abord, puis en lettres cursives ou ensuite. Et après, il va commencer à écrire des lettres. Donc, soit son prénom, soit des lettres. Je vais vous donner des exemples. Tac, tac, tac. Moi, en ce moment, ma fille, elle me fait des choses comme ça. Voilà. Vous pouvez distinguer dans cette bulle certaines lettres qui sont d'ailleurs, comme vous les voyez dans le bon sens là dans l'écran, ne sont pas dans le bon sens dans la réalité. Vous allez reconnaître un O, un N, des S, R, A, O, R, L, L, A. Bref, une suite de lettres qui n'ont pas de sens véritable. Mais ma fille va s'exercer en fait à reconnaître des lettres un peu partout pour en fait s'exercer quoi. Elle s'exerce en fait et elle a l'impression d'écrire vraiment comme si elle écrivait comme moi j'écris des textes ou autres. Elle va prendre des calepins ou elle va écrire des titres de livres. Elle adore lire les titres de livres parce que généralement ils sont en majuscules pour beaucoup. Donc elle va essayer de les recopier et ça donne des travaux assez intéressants. Moi, je suis maman assez gaga de conserver tous les écrits et toutes les peintures et autres de ma fille. Donc, du coup, j'ai une bonne évolution de son écriture. Et vous allez voir qu'avec l'intelligence spatiale et l'écriture, l'enfant va finir par reconnaître spatialement l'espace d'une feuille. Où est-ce qu'il doit commencer à écrire? Dans quel sens ça doit aller? Du lundi jusqu'au dimanche, non. De la gauche jusqu'à la droite, parce que pendant les apprentissages en maternelle, vous allez avoir beaucoup d'enfants qui vont vous écrire à l'envers, dans les deux sens, en symétrie, et vous allez désespérer, parce que finalement, pour vous, c'est presque plus difficile, parce que ce type de notions-là, vous les perdez, vous, en écrivant. Nous, on écrit tous en tant qu'adultes, de gauche vers la droite, et bizarrement, quand on nous demandera d'écrire un mot à l'envers, on aura plus de difficultés que notre enfant quand il a 4-5 ans. Parce que lui, il va exercer avant, et pour lui, ça ne sera pas encore acquis la notion de la gauche vers la droite, parce qu'il lui faut l'intelligence spatiale, se repérer par rapport à sa feuille, et le fait de pouvoir suivre avec le stylo le sens de l'écriture. Donc voilà. J'avais un petit exemple à vous montrer pour les logiques maths. Alors il est pas là, il est vraiment pas flagrant celui-ci. Vous allez vite comprendre le concept. J'en ai deux, toujours par des dessins. Parce que quand il faut être parent, il faut être un peu psychologue de ce qu'il écrit, ce qu'il dessine, l'enfant. Donc voilà. Alors on a plusieurs exemples ici. Alors, vous allez vous dire, déjà c'est très coloré, ma fille adore prendre des couleurs. Et en fait elle va intégrer certains apprentissages de l'école notamment, où elle va intégrer le cercle, où elle va intégrer aussi les hauts-bas, qui sont liés au graphisme sûrement qu'elle apprend à l'école, parce que vous le retrouvez ici, vous retrouvez les triangles, et vous retrouvez ici pareil ce mouvement au bas de montagne. Et ça, je sais que c'est un apprentissage qu'ils font en graphisme en moyenne section à peu près. Et là, pareil, vous avez des formes, un triangle. Alors, je pense qu'elle a voulu faire une maison, vous voyez, un carré, puis un rectangle dans un rectangle et un triangle là avec un cercle. Donc elle est beaucoup dans les dessins un peu géométriques. Parce que effectivement, elle apprend à l'école en fait les formes, le carré, le rectangle, le triangle et tout ça. Donc ça va avec les apprentissages qu'elle apprend. Et après, je vais vous montrer un autre dessin qui est celui-ci.
qui est vraiment intéressant pour une chose, parce que pour moi, c'est clairement l'application, qu'on le veuille ou pas, des algorithmes. Qu'est-ce que j'appelle algorithme? C'est les suites logiques d'une couleur à l'autre. Par exemple, vous pouvez faire ça avec vos enfants, avec des bouchons de couleurs. Prenez des bouchons d'Evian et des bouchons de Coca-Cola, et vous dites à votre enfant, voilà, maman, elle a fait rouge, blanc, blanc, rouge. Fais-moi la suite logique. Et l'enfant est censé reproduire le premier schéma que le parent a fait. Et là, c'est pareil, vous allez voir, on va avoir une parfaite alternance des deux couleurs, donc un algorithme à deux couleurs, très simple, bleu, orange, bleu, orange, bleu, orange, jusqu'à former voilà, un très joli dessin comme ça qu'elle va reproduire dans ses constructions artistiques. Alors pour elle, c'était une fleur. Moi, je vois un palmier, une fleur, effectivement, et je vois quelque chose de, enfin, qu'elle va développer vraiment avec son imagination. J'en étais où? J'en étais à la 5e intelligence que je vais vous partager, c'est l'intelligence naturaliste. Alors, comme le nom l'indique, c'est par rapport à la nature, en fait, à l'intérêt que l'enfant va de communiquer, d'interagir avec l'environnement, mais l'environnement de la nature ou des animaux. Donc, dans mon cas, la mienne aime les poneys, parce que dès le premier jour, elle a rencontré son poney, elle a retenu son prénom. Jusqu'à encore aujourd'hui, si je lui demande quel est le nom de ton poney, elle va me le dire directement. Elle a un attachement aux animaux, on a un chat à la maison, donc des fois c'est un peu la guerre, parce que j'ai l'impression qu'ils sont tous les deux un peu l'enfant de l'un et l'autre. Mais elle va le nourrir, elle va en prendre soin, elle va lui changer son eau, elle va se responsabiliser. Moi je trouve ça toujours bien d'avoir un animal chez soi, si on peut le faire, si on n'est pas allergique ou autre. Même un poisson rouge, hein, j'ai envie de dire, mais un poisson rouge dans un bocal assez grand. Pas le bocal tout rond, sinon vous allez faire ennuyer votre poisson, qui va pas très bien le vivre, hein. C'était une aparté. Les animaux permettent d'avoir ce côté très humain, animaux, enfin dans le rapport entre l'un et l'autre, de pouvoir apprendre à s'apprivoiser. L'enfant apprivoise l'animal, et l'animal doit aussi apprivoiser, parce que l'animal ne dira pas, ne peut pas parler, donc il va pas pouvoir s'exprimer comme nous, pour dire, bah là, tu me saoules, tu me colles trop, tu m'as pas donné à manger. Donc c'est l'enfant qui doit apprendre à décoder les émotions de l'animal. Voilà. Et en décodant les émotions de l'animal, il va aussi apprendre finalement pour une autre intelligence, qu'on verra un peu plus tard, à décoder, qu'on a déjà vu, pour les compétences intrapersonnelles, dans le sens où il va devoir apprendre à décoder les émotions de ses camarades de classe. Mais avant cela, il peut déjà le faire avec ce qui l'entoure dans l'environnement. La fille, elle adore les escargots, elle adore les gendarmes, ces petits insectes rouges là que vous avez dans les jardins. Elle peut les regarder pendant des heures et rester en statue devant. Et voilà, et en fait tout ce qu'elle va faire d'atelier, enfin pas d'atelier mais d'activités dans la nature, les balades en forêt et tout ça, c'est quelque chose qui l'intéresse énormément, mais je pense que c'est quelque chose qui intéresse quasiment tous les enfants. Jamais vu un enfant, en tout cas en bas âge, qui soit pas intéressé par une balade en forêt, parce qu'il va être émerveillé par tout. Et c'est ça qu'offre la nature, c'est la possibilité que l'enfant s'émerveille sur ce qu'il voit, sur ce qu'il va toucher, ce qu'il va ramener comme trésor. Vous allez avoir des collections de cailloux, des collections de coquillages, des collections de branches, des collections de feuilles, des collections de marrons pendant l'automne, parce que votre enfant est attiré par ces choses-là. Ça l'intrigue. Et comme c'est quelque chose qui compose la nature, donc c'est pas lui qui le fabrique, je pense qu'il y a déjà une préconscience du fait qu'il y a des choses qui existent naturellement dans la nature, et ben ça apporte forcément plein d'intérêt. La mienne, elle adore jardiner. Là pour l'instant on n'a pas encore déménagé, mais je sais que ma fille, je vais pouvoir lui construire un potager. Elle adore arroser mes plantes. Vous en voyez une ici, mais en fait dans ma chambre il y en a quasiment partout, sur le bureau. Et donc elle arrose les plantes de temps en temps avec moi. Et ça, pareil, ça va énormément contribuer à développer l'intelligence ou les intelligences en fait de votre enfant. Ça va l'épanouir
concrètement, c'est-à-dire qu'il va pouvoir rattacher des faits naturels, à des choses qui se passent dans des apprentissages par exemple. Il va apprendre que la pluie elle tombe quand le nuage il est trop chargé, va apprendre qu'il y a des orages, que ça fait du bruit, que ça tonne, mais que c'est un phénomène naturel parce que c'est dû à une pression. C'est des apprentissages qu'ils vont apprendre en primaire. Comment on pousse une graine, comment on fait pousser une plante, c'est de la biologie, et c'est pareil, vous allez la retrouver plutôt dans les enseignements en primaire. Comptez CE1, CE2, les premières leçons en tout cas de sciences et vie. Mais vous pouvez le faire beaucoup plus tôt. La pédagogie Montessori vous encourage en fait à avoir une sorte de découverte du monde. Moi j'ai déjà trouvé des cahiers pour ma fille, je ne sais pas si je les ai ici. Non, du tout. Je vous montrerai ça à un moment donné ou à un autre. Mais j'ai des ateliers que moi je consulte en tant que parent pour pouvoir les reproduire avec ma fille, pour qu'elle apprenne certaines choses, même si elle n'en retient pas grand chose. Peut-être, je me dis que le souvenir que je lui ai donné un peu avant, peut-être ressortira au moment où elle le verra plus tard. Voilà. En 6e intelligence, c'est l'intelligence musicale et rythmique. Alors l'intelligence musicale et rythmique, c'est comme le nom l'indique, tout ce qui est en rapport avec la musique, le son, le rythme, le chant. Donc les instruments de musique, les tambours pour la rythmique, le son, savoir reproduire des chorégraphies, les inventer, danser. Voilà, c'est tout cet univers-là. Moi la mienne, j'ai très vite commencé à la faire plonger dans différents styles de musique. Faut savoir qu'on est une famille un peu éclectique au niveau des goûts, c'est-à-dire qu'on aime autant des choses très difficiles pour certaines personnes à entendre comme le métal, ou des choses beaucoup plus classiques ayant eu des formations classiques. Moi par contre j'aime beaucoup la musique classique, donc elle a découvert du jazz. J'ai encore des souvenirs de ma fille qui danse sur du jazz en étant très rythmée. Voilà, il faut ne pas hésiter à faire découvrir des musiques, mais sans trop le vouloir. C'est-à-dire votre enfant, il peut faire une activité, je sais pas moi, de construction de cubes et autres, ou de Lego, et vous mettez un fond sonore d'une musique que vous choisissez. Et puis des fois, votre enfant va réagir naturellement à ce qu'il va entendre. Et je pense que c'est une des meilleures des manières de pouvoir faire développer déjà l'écoute. Ça, c'est hyper important, et c'est une des capacités qu'on lui demandera d'avoir toute sa vie. L'écoute de ce qui se passe. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais pour l'intelligence naturaliste, c'était vraiment l'observation. C'est cette compétence-là qu'on finit par développer, l'observation. Mais en tout cas, pour l'intelligence musicale, ça va être l'écoute et le fait de savoir se repérer, mais se repérer un peu chronologiquement, dans le temps, en tout cas dans ce qui est de l'histoire, de comment se déroule une journée. Il y a une rythmique. Et l'école d'ailleurs met en place très jeune, et même à la crèche, un rythme pour tous les enfants, qui est à peu près qui est le même d'ailleurs, qui se rythme par heure. Et en fait, au fur et à mesure de répéter, cette journée type va être acquise par l'enfant. Et c'est un rythme à prendre. C'est une sorte de musique journalière qui se reproduit. Donc ça peut faire aussi écho à certaines compétences beaucoup plus diverses. Moi j'aime beaucoup la découverte des instruments de musique, forcément. Je trouve que c'est ce qui épanouit le mieux l'enfant. Ça lui apprend à s'autodiscipliner. Je pense qu'il y a vraiment une histoire d'autodiscipline dans le fait dans l'apprentissage d'un instrument. Je dis pas qu'on a tous la possibilité d'apprendre quelque chose, mais même une percussion qui serait pas très chère, avec des tambours, des maracas et autres, vous apprenez déjà énormément de choses. Il n'y a pas besoin de pousser à son extrême, à moins qu'on le souhaite, ou que l'enfant le souhaite. Le mieux c'est que l'enfant le souhaite. Je vais vous raconter une anecdote, mais quand ma fille était un tout petit peu plus jeune, il y a 1 an ou 2 ans, j'ai forcé pour que ma fille ait envie d'apprendre le violon. Alors, en plus, sachez qu'à l'époque, elle devait avoir
2 ans et demi. C'était très jeune, 2 ans et demi, 3 ans. Et j'avais envie en fait de lui faire découvrir mon instrument de musique. Donc je lui ai loué un petit violon, mais j'ai pas été bête, hein. C'est-à-dire que je lui ai loué pour une petite période pour voir si elle avait envie de s'y intéresser. Donc au départ on était plutôt confiants. La petite en faisait 1 ou 2 fois dans la semaine régulièrement avec moi. Elle faisait des crin-crin, hein, elle faisait pas des notes, elle faisait pas des mélodies, mais elle découvrait l'instrument, quoi. Elle découvrait cette façon de faire en tout cas. Et puis je me suis vite rendu compte qu'en fait je me bouchais complètement la vue parce que c'était pas le cas, c'était pas du tout ce qu'elle avait envie de faire. Et elle aimait plus la guitare ou faire du piano. Et du coup bah, je l'ai laissé aller vers ce qu'elle avait envie de faire. Et maintenant je sais que je n'interviens plus du tout en fait sur cette partie-là. Et c'est là où j'en reviens, on n'a pas besoin de faire des génies de nos enfants ou encore plus de travailler tout ce qui est possible pour le développer. Je pense qu'il faut déjà accepter et voir avec l'enfant ce que l'enfant est capable de faire. Les 2 dernières intelligences que vous allez retrouver chez l'enfant jusqu'à l'état adulte, ça va être l'intelligence corporelle ou kinésiste, pardon. Et la dernière, l'intelligence interpersonnelle. Donc, celle qui est corporelle, ça va être lié vraiment au corps, mais surtout au mouvement. C'est celle que vous allez développer en fait en bougeant, quoi. C'est un peu réducteur ce que je suis en train de dire, mais en fait c'est avec les activités scolaires. Donc celle-ci elle est vraiment importante pour le développement en fait de l'enfant dans sa motricité, dans le fait de pouvoir mieux gérer ses mouvements, de pouvoir aussi travailler en collectif. On utilise beaucoup les activités sportives pour évoluer en groupe. Je pense qu'il y a beaucoup d'interactions qui se font à ce moment-là. Donc voilà. Je vais couper la première partie de vidéo ici, parce que je sais que maintenant elle s'arrête à peu près à ce moment-là, à 30 minutes, et je vous retrouve dans quelques secondes. Voilà.